En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'avais réfléchi à cette question-là. C'était une fois, j'avais eu un. Bon, là, on va pas parler de l'aminase, mais de la lactase. Et donc, c'était un jeune qui avait 17, 18 ans, qui avait des problèmes de peau. Et visiblement, ça faisait penser une intolérance au lactose. Et donc, je le questionne sur son ascendance génétique. Et donc, je voyais qu'il avait le teint hâlé qui faisait plus penser à un insulaire caribéen. Et il me dit, bah, mais je viens de Martinique en partie, et l'autre partie Franche-Comté. Je dis, ah, il y a un grand écart. Et donc, je lui dis, ben, sais-tu que dans certaines régions du monde, par exemple, je parlais de l'Afrique ou des Caraïbes, moi je vais beaucoup dans les Caraïbes, en Guadeloupe notamment, et donc j'ai beaucoup de patients là-bas lorsque j'y vais. Et je vois bien que l'alimentation occidentale ne leur convient absolument pas. Ben oui, ben oui. Et que par contre, si vous prenez un Finlandais ou un Franc-Comtois comme moi, lui, il a été habitué, son organisme a été forcé à développer de la lactase pour gérer le lactose. Et donc, je lui disais, ben, regarde, tu as un grand écart phénoménal avec, je crois que c'était la maman qui était du Haut-Doubs, où est fait le comté, etc. Et puis le papa qui venait de Martinique. Donc, je lui dis, là, tu dois choisir. Et après, j'ai commencé, donc, il était fasciné par ça. Et maintenant, imaginons que, est-ce que tu as une compagne? Il me dit oui. Je lui dis, imaginons qu'elle soit vietnamienne. Et imaginons que vous alliez vivre je ne sais pas, en Australie, que va manger votre enfant? Et là, tout de suite, je le voyais turbiner. Je dis, mais parce que là, on a explosé les barrières qui n'étaient pas possibles il y a encore plusieurs milliers d'années, où les migrations de population se faisaient très lentement et l'adaptation génétique se faisait progressivement. Et aujourd'hui, on a la capacité de voyager, ce qui est une aubaine, beaucoup partout, d'avoir des alimentations qui viennent du bout du monde, sans tenir compte de la saisonnalité, de la régionalité. Et aussi, on a des brassages de population qui font que, eh ben, comment doit manger un enfant? Parce que tu l'as dit, papa, maman, dans le capital génétique. Et puis, il y a un héritage dont on doit tenir compte. Donc, pour résumer, nous avons aujourd'hui des problématiques de santé qui sont dues au fait que nous avons des alimentations du bout du monde qui ne sont pas spécifiques, eh ben, peut-être à l'environnement dans lequel nous avons évolué, dans lequel nous avons pu nous adapter progressivement. Tu parlais de 20 types, enfin de passer de 2 à 20. Aujourd'hui, on pourrait parler, par exemple, beaucoup de personnes disent, pourquoi parles-tu du gluten ou du blé, Fabien? On en a toujours mangé. Je dis, ah non, on n'en a pas toujours mangé. On retrouve du kamil dans les pyramides d'Égypte, tout à fait. On peut le faire germer, tout à fait, donc il est très bien. En revanche, on est passé de 7 paires de chromosomes à 21 paires de chromosomes Mais en quelques dizaines d'années. c'est pas la même bête. On ne parle pas de la même chose. Et donc, on ne parle pas de la même bête aussi au niveau humain. Et donc, c'est intéressant de voir ce type ancestral. Et on pourrait se dire, bon, bah, tout le monde a muté dans le même sens. Eh bien, non. Il y en a qui ont conservé ces propriétés dites ancestrales, et puis d'autres qui ont muté de manière accélérée, sans doute par surstimulation et surexposition aux amidons, pour bah, continuer à fonctionner correctement. Or, si on brasse. C'est une sélection. Alors, écoute, je t'apprends un truc. Allez. Là non plus, j'en parle dans mon voyage initiatique, mais je n'ai pas encore mis ça nulle part. Donc, pour ceux qui me suivent à gauche, à droite, il y a des scoops ce soir. J'en avais vaguement entendu parler, mais ça restait un peu douteux. L'acquisition de la tolérance au lactose, chez nous, caucasiens, c'est toujours le même génotype qui le fournit. Hein. C'est une variation sur une des deux copies. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux copies qui sont tolérantes. Une suffit. Et donc, c'est toujours le même génotype. Et en fait, vous verrez aussi le MC-M6 plutôt que le LCT. Mais bon, c'est du pareil au même. De toute façon, le laboratoire génétique vous dit tolérance au lactose. Hurrah. Et on a l'impression que nous, blancs, caucasiens, voilà, on a inventé peut-être pas la poudre, mais le lait en poudre en tout cas, qu'on peut tolérer parce qu'on tolère le lactose. Bon, je l'ai pas encore faite non plus celle-là. Je la referai, oui. Mais, gros problème, tous azimuts. En fait, plusieurs ethnies, typiquement, de pastoralistes, donc des gens qui n'étaient pas sédentarisés. On parle ici d'il y a 8000,
8, 9, 7 000 ans, donc dans ces eaux-là, au début, disons, de l'élevage, hein, parce que ce sont des gens qui avaient domestiqué des animaux dont ils tiraient du lait, mais qui n'étaient pas stabilisés, sédentarisés dans des villages. Ils se transhumaient en fonction des pâturages, bon, un peu comme ça existe encore, hein, en France, mais évidemment, là, ils font des allers-retours, tandis que eux, bon, ben, voilà, ils progressaient dans de très, très vastes zones. Ça devait être une vie d'ailleurs assez extraordinaire. Eh bien, plusieurs de ces ethnies ont développé d'autres polymorphismes qui leur donnent une tolérance au lactose. Donc, on n'a pas inventé un truc unique dans le nord de l'Europe, tu vois, avec des vues, le froid, le machin, le bazar. Ces populations vivent dans des régions chaudes, mais la survie était évidemment meilleure quand ils pouvaient boire le lait, qu'ils étaient vraiment à des moments de disette sévère où les gens risquaient de mourir de faim et que les animaux parvenaient encore à... Il y avait encore de l'herbe, ils buvaient, donc les animaux fournissaient encore du lait. Et là, ben voilà, il y a des générations entières qui survivaient et une sélection de polymorphisme, de survie. Et ça, on est effectivement dans quelque chose qui est quand même plutôt de type darwinien. En disant que bon, l'évolution est plus compliquée que ça, je suis bien d'accord. Et donc, cette histoire de tolérance au lactose existe dans différents continents avec des gens de différentes couleurs, de différentes races, hein, ou ethnies, on va dire, parce que race, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est assez extraordinaire. Et c'est un phénomène qu'on appelle l'homoplasie. Et je parle énormément de ça dans mon voyage initiatique, mais là, j'en parle pour l'APOE2, et donc on ne va pas se lancer là-dedans aujourd'hui, parce que bon, sinon, je vais déflorer mon truc. Et puis, le voyage, ça correspond quand même à 5 heures de vidéo, parce que c'est un peu plus compliqué, c'est un stade un peu de plus de perfectionnement. Le livre, on a voulu des choses simples. Cette histoire de lactose, elle est simple, mais bon, je vais dire, si vous avez des origines africaines, est-ce que ça garantit que vous êtes intolérant au lactose? Même pas, même plus, ok. Et inversement, il y a des Caucasiens qui, tout fiers de leur blancheur ou de leur caucasité, si j'ose dire, ça n'existe pas, mais on voit ce que je veux dire, se sentent très sûrs d'eux et qui sont comme quoi ils sont tolérants au lactose et ils ne le sont pas. Hein. Alors, j'ai eu un cas qui m'a marqué, on en parle dans le livre parce que c'est vraiment un truc invraisemblable. Moi, j'ai toujours pensé que des Français du Massif central, dont les ancêtres sont tous, sans aucune exception, on va dire, du coin, hein, d'Auvergne, hein, bon, là, le terme que je cherchais, sont des Auvergnats pur jus, si on peut dire, et bon, pas de mauvais jeu de mots, et bon, voilà, ils sont tout ce qu'il y a de plus blanc, ils sont tolérants au lactose. Eh ben non. Eh ben non. Et alors, il y a des cartographies de la tolérance au lactose. La France est largement couverte dans le nord et l'ouest et l'est, mais il y a une encoche énorme au niveau du massif central où la règle, c'est l'intolérance au lactose. Bon, moi, pas savoir, et moi découvrir après avoir foiré complètement le cas d'un patient, parce qu'évidemment, ses intestins ne fonctionnaient pas bien. On a présumé qu'il était tolérant au lactose et n'était pas. Et alors, ce qui est sympa, c'est que pourquoi crois-tu que c'est dans cette zone de France, cette région française, qu'il y a eu cet engouement pour des fromages bleus, pour des fromages fermentés, pour le Cantal, etc. C'est la réponse des ancêtres qui savaient très bien que pour tolérer les laitages, ils devaient se débarrasser du lactose et ils ont inventé toute une gamme de produits fermentés. Ouais, et affiné très longtemps. Ouais. Voilà. Et il n'y a plus de lactose, donc ils n'ont plus le problème. Et nous, et moi, tu vois, c'est vraiment un manque d'humilité. Je dis, ben non, celui-là, il est tolérant. Donc maintenant, je ne me fais plus attraper, je teste. Hein. D'ailleurs,
on oriente les patients qui nous demandent de les aider à identifier vers ce qu'on a appelé un panel 4 avec les 4 machins qu'il y a là-dedans, les 3 que j'ai cités tout à l'heure. Oui, j'imagine que les gens qui nous suivent se posent la même question. Comment on se fait tester et où est-ce qu'on se fait tester et est-ce que les tests sont fiables à 100%? Alors, comment on se fait tester? Il y a plein de pistes qui s'ouvrent, hein, et ce que je dis dans plus en plus d'interviews, que je ne vais pas me torturer les méninges, moi, hein, bon, c'est un peu égoïste, mais de toute façon, ça s'ouvre, ça va se multiplier, ça va apparaître de toutes parts, le problème ne va pas être là. C'est vrai qu'au moment même où on parle, il y a un peu de problème là-bas. On peut essayer de se tourner vers la peau. Il y a des médecins généralistes qui le prescrivent, surtout quand il y a un peu des craintes dans la famille, qu'il y a des gens qui ont été atteints de démence sénile. Et on peut se demander si on a hérité d'un ApoE4. Bon, voilà, ça c'est déjà un début de piste. Pour le lactose, malheureusement, on fait des tests d'haleine qui sont grevés de taux importants de faux négatifs et de faux positifs. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi, mais ça. Enfin bon, c'est peut-être mieux que rien, les tests d'haleine, mais il vaut beaucoup mieux le test génomique parce que, bon, là, c'est indiscutable. Alors, bon, on peut se tourner vers les médecins fonctionnels qui font ça. Bon, il y a plein de trucs qui vont apparaître. Il y a des trucs qu'on peut connecter aux États-Unis. Il y a un machin en Finlande aussi qui fait des trucs. Bon, écoutez, il faut un peu se démerder pour avoir ces génotypes. Et ce qui est bien, c'est que finalement, moi, ce que j'utilise, ce fameux panel 4, bon, j'ai négocié avec le labo génétique chez qui je paye mes génotypes. Et moi, quand je fais un génotype, je le paye. J'ai une facture, je paye ma facture, j'ai la preuve et de la facture et du paiement. Mais bon, pour ça, je leur ai dit, écoutez, on fait un livre, essayez un peu de faire un truc sympa. Et donc, c'est moins de 200 €. On a les 4 génotypes et c'est à vie. Voilà, c'est un investissement de moins de 200 € qu'on fait une fois. Et alors, on peut suivre le livre et travailler avec ça. Alors, ça peut se faire dans le sérum. Okay, une petite prise de sang, il faut 3 millilitres, hein, c'est rien du tout, vraiment pour rire. Ou ça peut se faire dans la salive, sans intervention voilà, d'un geste invasif d'une infirmière ou d'un médecin, donc ça peut se faire à distance, avec de la salive. Mais alors, où il y a un cataclysme, je profite de ton webinaire pour mettre fin à ce bazar dans toute la mesure du possible, en tout cas pour ceux qui vont nous écouter. Ne venez pas me faire un mélange avec l'amylase, parce qu'on peut doser l'amylase dans le sang, okay, l'amylase sérique, qui est une amylase circulante dans le sang, qui vient en partie du pancréas, etc. Ça, il n'y en a pas à être amylase salivaire. Okay. Ce test d'amylase, c'est pour avoir un état des lieux du pancréas et détecter une pancréatite. Donc, on ne parle pas du tout du même truc. Et alors, le problème, c'est que comme on parle d'amylase salivaire et qu'on peut tester le génotype dans la salive ou dans le sang, tu vois déjà la confusion qu'il y a. Hein, ah oui, mais l'amylase dans le sang, c'est le... Bon, le génotype qui est utile, c'est celui de l'amylase salivaire. Le fameux article de Nature confirme que c'est ça qui compte. Les amylases pancréatiques jouent un rôle tout à fait secondaire. Elles obéissent aux mêmes règles, mais c'est des joueurs de deuxième classe ou de troisième, parce qu'il y en a 2 au niveau pancréatique, AMY2A, AMY2B. On oublie. Donc, c'est l'AMY1A, qui est donc l'amylase salivaire qu'on peut tester. Donc, le génotype correspondant peut être identifié, que ce soit par une mini prise de sang ou par un prélèvement de salive. Voilà. Et ne pas confondre le prélèvement de salive avec l'amylase salivaire. Bon, il se fait que, mais tous les génotypes peuvent être identifiés dans la salive, alors qu'on arrête de faire un amalgame avec l'amylase salivaire.